C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Sophie au micro de Radio Laser pour une nouvelle émission de Et nous liserons jeunesse. Comme toujours, je suis accompagnée de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie. On vous souhaite toutes les deux une belle année 2026 et on sera là pour que vous ne manquiez pas d'idées de lecture pour vous et vos enfants tout au long de l'année. Comme chaque mois, on vous parle de littérature jeunesse et pour commencer, je vous propose de découvrir les prochaines animations de la médiathèque de Guichen. Cette année se place sous le signe des sciences et la programmation sera marquée par des animations autour de ce thème. Mais on retrouve aussi nos rendez-vous réguliers. Donc par exemple, le samedi 31 janvier à 10h, je donne rendez-vous aux jeunes parents pour le café parents avec l'association Vue sur Mer. On y parlera de l'alimentation du tout petit, de l'allaitement à la diversification alimentaire avec une sélection de livres sur le sujet. Le vendredi 13 février à 20h, c'est la traditionnelle soirée pyjama avec Déborah. On fera découvrir aux enfants à partir de 5 ans des histoires pleines de petites souris. Venez avec votre pyjama, oreiller, couverture pour ce moment tout doux en famille. Jusqu'au 21 février, vous pouvez aussi découvrir l'exposition « Il était une fois » conte en haïku, adapté du livre des éditions Thierry Magnier. Les courts poèmes de Agnès Domergue avec les illustrations de Cécile Udrisier vous donneront l'occasion de tester votre connaissance des contes classiques. Je vous rappelle que toutes ces animations sont gratuites, mais pensez à réserver auprès de la médiathèque de Guichen. Les places sont limitées, sauf évidemment pour l'exposition qui est en accès libre aux horaires de la médiathèque. Je vous le disais il y a quelques minutes, la médiathèque sera scientifique cette année. Après un premier spectacle d'expérience spectaculaire en tout début d'année, vous pourrez découvrir d'autres animations autour des sciences. En attendant, il y a de quoi lire sur le sujet. Pour parfaire votre culture scientifique, Audrey s'est plongée dans les maths ou la physique-chimie pour vous proposer une sélection de livres, des albums, comme toujours, puis aussi des documentaires pour apprendre plein de choses. Allez Audrey, on t'écoute avec cette sélection où voilà, tu t'es plongée dans un sujet que tu ne maîtrises peut-être pas autant habituellement. C'est pas mon dada, voilà, je ne vais pas vous mentir, mais par contre, passionnée par ce que j'ai lu. Je trouve que c'est très chouette aujourd'hui d'avoir ce genre d'outils, parce que moi, j'en avais pas quand j'étais au collège et que je me penchais sur le tableau périodique de Mendeleïev. On n'avait rien de très sexy, en fait, à lire. Là, on a vraiment des beaux albums colorés et graphiquement bien élaborés pour vous faciliter, en fait, l'accès à ces connaissances scientifiques. Je démarre avec un très joli album doc. Ça s'appelle Son, vitesse et lumière, tout s'éclaire, point d'exclamation. C'est signé Colin Stuart et Eximo Abadia pour les éditions Milan. Un grand format, du beau papier et puis surtout Colin Stuart. J'ai fait quelques recherches sur ce monsieur qui est un expert du domaine. C'est un conférencier en astronomie. Qui a déjà publié, il me semble, une vingtaine de livres, publiés en 400 000 exemplaires et traduits dans 24 langues. Donc, il a quand même une renommée assez mondiale. Et lui, son leitmotiv, c'est vulgariser, rendre accessibles les connaissances scientifiques. Et je trouve que c'est particulièrement réussi dans cet ouvrage-là, qui est un petit peu construit autour de 4 grands thèmes de la physique, du son, de la lumière et de la couleur et de l'espace. Donc, en fait, on balaye énormément de sujets scientifiques. Avec au final une information très complète avec relativement peu de texte, je trouve. L'illustration est assez essentielle et prend une grande place sur ce grand format. Beaucoup de schémas, très pédagogiques, très didactiques. Je trouve qu'on s'y retrouve facilement et c'est très agréable à lire. Il fait à peu près 80 pages et je l'ai lu moi, en entier quasiment comme ça, un peu comme un album classique. C'est voilà, très accessible et je trouve qu'il balaye comme ça. Il donne un certain nombre d'informations intéressantes sur tous ces sujets. Donc la physique, c'est d'abord qu'est-ce que la physique ? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse science qui étudie, modélise comme ça, formalise les phénomènes naturels de l'univers, qui correspond à l'étude du monde sous toutes ses formes, ses lois, ses variations, son évolution. Donc on va évidemment retrouver les lois du mouvement de Newton, par exemple, tout ce qui relève de l'électricité ou du magnétisme, l'atome, l'énergie. Sur le son, on va retrouver tout ce qui est de l'anatomie de l'oreille. D'abord, qu'est-ce qu'on entend, comment on entend, pourquoi on entend, comment ça fonctionne, et puis tout ce qu'on n'entend pas, tout ce qui est trop grave, les infrasons, les ultrasons. On va aussi évoquer les animaux qui, eux, émettent, produisent et sont habitués à ces sons qui ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine.
Pareil pour la lumière, la couleur, tout ce qui se passe dans le ciel, pourquoi le ciel est bleu, le prisme de l'arc-en-ciel, l'énergie du soleil, la vitesse, la lumière qui est émise par cet astre assez incroyable qu'est notre soleil, comment fonctionne la planète, et puis aussi l'espace, quels outils on utilise pour l'observer, quel âge ont les étoiles, voilà. Donc on va répondre à tout un tas de questions. Et d'apprendre tout un tas d'anecdotes. Je trouve que de rentrer dans la science par biais de petites informations comme ça, assez anecdotiques, mais finalement parlantes, c'est assez intéressant. Vous voyez, pour les ultrasons dont je vous parlais tout de suite, la chauve-souris, elle fait des petits cris comme ça ultrasoniques qui balaient l'espace autour d'elle en vibrant 110 000 fois par seconde. C'est quand même énorme de s'en rendre compte. Et j'ai lu notamment qu'il y a certains insectes comme les papillons de nuit qui les perçoivent et qui, pour se protéger de la chauve-souris qui chasse, va refermer ses ailes et se laisser tomber comme ça sur le sol. Il y a d'autres insectes qui émettent d'autres ultrasons pour brouiller les ondes des chauves-souris. Donc c'est quand même hyper intéressant, pas mal fait. Et donc plein d'informations comme ça. Sur le son encore, le lion qui a un rugissement à hauteur de 114 décibels qui est entendu à 8 km à la ronde. Je ne sais pas si on s'imagine le rugissement du lion en Afrique. Voilà, et puis plein de choses. Sur les sons, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi ces chambres sans écho qui sont construites aux États-Unis pour tester le matériel un peu informatique, où le niveau du son est à moins 20 décibels. Ce sont les lieux les plus silencieux du monde, où le bruit de la salive est assourdissant. On n'entend que les bruits internes, tellement le niveau est baissé dans ces chambres-là. Enfin voilà, plein de choses vraiment intéressantes dont moi, j'avais jamais entendu parler. Voilà, comment fonctionne une fusée, la vitesse de la lumière, voilà, des choses aussi un petit peu plus classiques. Et tout ça avec un super joli graphisme. On est vraiment autour des 4 couleurs. On a un rouge un peu soutenu, un vert un peu pelouse, un bleu canard et un jaune un peu décliné sous toutes ces nuances. Et des choses assez modernes et des schémas notamment qui sont vraiment très parlants et très joliment faits. Graphiquement, effectivement, il est beau, quoi. Il donne envie d'être ouvert, quoi. Ouais, l'objet est très très beau et je vous dis, franchement, très facilement accessible. Je vous invite à aller découvrir l'ensemble de ces informations. Ça s'appelle Son, vitesse et lumière. Tout s'éclaire. Colin Stuart et Ximo Abadia. On va rentrer un peu plus avant dans le détail. Chimie pure. En physique-chimie, parce que je voulais vous présenter cet ouvrage. Ça s'appelle Découvrons ensemble le tableau périodique. C'est proposé par les éditions Usborne et c'est un cartonné en fait qui contient 125 rabats à soulever. Donc le tableau périodique, pour une petite présentation. C'est un tableau qui va regrouper l'ensemble des composants, des éléments chimiques qui composent notre univers, l'univers au sens large, les corps humains, la poussière, les planètes, l'ensemble du monde, en fait, de l'univers. Et les éléments ont été par Mendeleïev, donc ce fameux inventeur qui a permis comme ça, de regrouper des caractéristiques et de faire une classification, d'ordonner, de regrouper ces éléments. Donc ce fameux tableau que vous pouvez trouver partout, qui regroupe les éléments de gauche à droite et de bas en haut, puisqu'on peut le lire par ligne et par colonne aussi, parce que par colonne, on va regrouper les métaux ou les non-métaux, en tout cas les éléments qui présentent les mêmes caractéristiques. Donc 118 éléments quand même, à ce jour. Et l'avantage de cet album, c'est que donc on va nous faire d'abord une présentation générale du tableau, nous expliquer comment ça fonctionne. Dans chaque case carrée, on a l'élément chimique, son nom, son symbole, le nombre de protons en haut à droite, le poids de l'atome ensuite en bas de la case. Et donc, par un système de code couleur que je trouve assez ingénieux, vous allez retrouver à travers l'album des petits carrés deviennent des petits personnages et donc vont nous présenter leurs éléments, c'est-à-dire leur aspect, leur niveau de dangerosité, comment ils ont été découverts, quelle est leur utilité, etc. Et donc, vous allez pouvoir vous promener dans l'ouvrage. Donc, on a un report aux pages en début d'album. Par exemple, tous les gris, là, en milieu de tableau, ce sont des métaux durs et brillants qu'on appelle les métaux de transition. Et donc, on nous dit, si tu veux en savoir plus, tu peux te rendre aux pages 7 et 8, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de le lire comme un album classique, mais vous allez là aussi en apprendre énormément sur chacun de ces éléments.
des choses dont vous avez sûrement jamais entendu parler. Certains fonctionnent seuls, certains se regroupent pour former un composé. On a les métaux hautement réactifs, les métaux durs, on a les métaux mous, on a les éléments vitaux, les non-métaux, les éléments inertes et enfin, dans les 2 dernières lignes, les éléments radioactifs qui ont leurs propres caractéristiques. Donc là encore, vous allez découvrir plein de choses. Qu'on utilise du cadmium, par exemple, pour fabriquer des peintures colorées, que Napoléon est sûrement décédé puisque il y avait de l'arsenic dans le papier peint vert. On cherchait, pour avoir un certain vert, en fait, on avait pris l'habitude à cette époque d'utiliser de l'arsenic pour teinter les papiers peints. Sauf que beaucoup de personnes sont décédées empoisonnées d'avoir respiré comme ça, évidemment, l'arsenic. Qui est particulièrement toxique dans les papiers ou même dans les teintures de rideaux, etc. Pareil pour les chapeaux. On utilisait, je ne sais plus où j'ai vu ça, le mercure, qui était utilisé pour fabriquer des chapeaux de feutre, évidemment, qui a créé la maladie du chapelier fou, puisque les chapeliers, à force de respirer, de fabriquer du mercure comme ça, on avait constaté des brusques sautes d'humeur, mais qui étaient plus de la folie qu'autre chose. C'est pareil, j'ai vu aussi... alors les éléments vitaux, on balaye tout ce qui est hydrogène, oxygène, le carbone qui est à la base de la vie sur la Terre, l'azote qui constitue comme ça 78% de l'atmosphère terrestre, les éléments inertes, les gaz nobles qui ont cette particularité de ne pas interagir avec les autres. Vous allez vraiment en savoir plus sur l'ensemble des éléments. 125 grabats à soulever, c'est quand même beaucoup d'informations. Donc je vous invite à aller outiller vos petits collégiens peut-être, parce que je pense que ça permet une approche quand même beaucoup plus ludique des choses. Et puis on retient, parce que ce code couleur là fonctionne bien en fait au fil des pages. On se rappelle que l'oxygène, le carbone, l'azote et le soufre sont dans la même catégorie. Ça fonctionne, je trouve, assez bien. Ça permet de rendre un peu ludique ce tableau qui est tristouné en soi quand même. Alors, on va pas se mentir. Oui, on se souvient de ce grand tableau dans les salles de cours au collège, au lycée, un peu austère. Et si vous voulez aller encore plus loin, on a un livre pour les adultes ou pour les grands passionnés qui s'appelle La vie secrète des molécules, que vous pouvez retrouver à la médiathèque, donc là qui montre un peu les principales molécules qui peuvent exister basées sur tout ce qu'on retrouve dans ce tableau périodique. C'est de Catherine Arkup. Et donc, il est à la médiathèque. Il est assez sympa et assez ludique aussi à regarder. Donc, il y en a plusieurs. Pour le niveau du dessus, c'est sympa. Je vous parlais de Colin Stewart aussi. Il a dû sortir, je pense, un livre là-dessus, Les super éléments, qui doit, l'année dernière ou assez récemment. Pareil, axé vraiment sur les éléments, chacun des éléments, ses caractéristiques, etc. Ouais. Je poursuis, Sophie, avec un album un peu différent. Là, c'est plutôt la biographie d'un grand inventeur, d'un des magiciens de l'électricité. Ça s'appelle Électrique, la vie survoltée de Nikola Tesla, par Azadeh Westergaard et illustré par Julia Sarda pour les éditions des Éléphants. Et un album que j'avais lu il y a quelques années qui m'avait touchée, assez bouleversée, et qu'en relisant, je me dis, il y a quand même des choses à connaître aussi sur l'homme derrière l'invention. Alors l'homme au sens large, évidemment, je parle des femmes aussi, qui sont ma grande scientifique. Mais là, pour le coup, on a quelque chose d'assez parlant. Nikola Tesla, c'est ce petit garçon serbe qui grandit dans une ferme avec pas grand-chose. Son papa est prêtre et sa maman est une inventive. Je pense qu'elle lui a donné le goût de bricoler les petites choses comme ça, qui naît à l'occasion d'une nuit d'orage. La sage-femme qui a ce joli mot de dire « ce sera un enfant de l'orage » et sa maman qui répond « non, ce sera un enfant de la lumière », évidemment. Elle ne connaissait pas encore le destin complètement dingue de son garçon qui va découvrir l'électricité en caressant son chat. Il va constater ce phénomène et puis à partir de ce moment-là, ça va l'obséder. En fait, il va être obsédé par l'électricité, le phénomène électrique. Et donc là, il a 6 ans, mais il va commencer à faire des petites inventions, à fabriquer de son côté, notamment un moteur rotatif actionné par le battement d'ailes de 16 newtons et qui va bien fonctionner. Il a seulement 6 ans, mais il est déjà passionné. Il est obsédé par les livres, il lit énormément de choses. Il fabrique même ses propres bougies pour pouvoir lire sans que ses parents sachent. Il va grandir et il va avoir l'occasion de poursuivre ses études d'ingénierie électrique à l'université. Et c'est au cours d'une balade. Il est alors en train de réciter un poème qu'il a ce flash, comme un peu souvent pour les grands scientifiques, les grands inventeurs. Il voit comme ça dans son esprit une machine à induction en fonctionnement.
Et donc, il va comprendre que c'est une des solutions, parce qu'à l'époque, on connaît déjà l'électricité. Il y a Edison aux États-Unis qui a déjà inventé la première ampoule électrique. Seulement, on ne sait pas faire fonctionner l'électricité sur les longues distances. Donc voilà, il pense que le courant alternatif, un peu à la façon du ressac au bord de l'eau, en faisant amener l'électricité le long d'un câble en avant, en arrière sur ce mouvement, on va réussir à alimenter comme ça des usines, des rues, enfin des grandes distances. Donc il part aux États-Unis, il rencontre Edison et ça se passe pas bien du tout. Il pense qu'avec lui, il va pouvoir fabriquer sa machine, mais ils sont en désaccord sur tout. Donc il le lâche et il va faire la rencontre d'un puissant homme d'affaires qui s'appelle Westinghouse et qui va l'aider à fabriquer cette machine qui va être présentée lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Qui va être complètement spectaculaire, parce qu'à l'occasion de cette exposition universelle, on va allumer des centaines de milliers d'ampoules en même temps, grâce à la machine de Tesla. Et donc, ça va être le début du développement de l'électricité partout. On va illuminer les villes, les rues, les usines, les trains. Tout va fonctionner désormais à l'électricité grâce à cette fameuse machine qui n'existait que dans son esprit. Jusque-là, c'est quand même assez incroyable. Alors, ce monsieur, il va se faire avoir par ce Westinghouse qui va réussir à lui céder sa totalité de ses droits sur son invention. Donc, il va finir dans la misère la plus totale. Alors qu'il est à l'origine de tout. Il va finir sa vie à New York, un monsieur un peu excentrique, un peu raillé par la presse parce qu'il va s'occuper beaucoup des pigeons. Il aime beaucoup les animaux depuis toujours. Et il finit sa vie dans des conditions un peu compliquées. Mais voilà, je voulais vous parler de cet homme qui, à la fois, est inventeur, grand scientifique et en même temps complètement poète, d'une grande sensibilité, d'une très grande humilité. On peut être les deux, en fait. On est loin du stéréotype de l'inventeur autoritaire et isolé à l'intérieur de son bureau. Lui, non, au contraire, il adore la nature, il adore les animaux, il adore la poésie. Je trouve que cet album, qui est très joliment illustré, moi, j'aime beaucoup le travail de Julia Cerda. On vous en parle régulièrement ici. Représentatif. On a quelques notes documentaires en fin d'ouvrage sur... notamment l'exposition universelle de Chicago, etc. Et puis, on revient sur certains éléments plus chiffrés. Et puis, de longues sources. On voit un travail dingue de recherche qui a été fait pour l'élaboration de l'album. Donc, vraiment un ouvrage que j'aime beaucoup relire, que je trouve assez passionnant. Et puis, je voulais avoir quand même quelques mots pour une grande femme, parce que, pour rétablir la parité à cette antenne aussi, je voulais vous parler de Marie Curie, qui est juste évoquée dans l'ensemble des ouvrages que tu m'as transmis, Sophie, et je trouve dont on ne parle pas énormément, alors qu'elle a un CV absolument dingue. Je reviens juste 2-3 minutes sur son parcours. C'est la première femme à avoir reçu le prix Nobel de physique d'abord, pardon. C'est la première femme à avoir reçu le prix Nobel de chimie ensuite. C'est la seule personne à en avoir reçu dans 2 domaines scientifiques distincts. C'est la seule personne, homme et femme, à l'avoir fait. C'est la première femme lauréate de la médaille Davis. C'est la première femme à enseigner à la Sorbonne. C'est la première femme à être entrée au Panthéon pour l'ensemble de ses mérites en 1995. C'est la première femme titulaire de la chaire de physique générale. Elle a inventé le terme radioactivité, c'est à elle qu'on le doit. Et elle a découvert 2 éléments du tableau dont je vous parlais tout à l'heure, le radium et le polonium. Polonium en hommage à sa Pologne natale. Donc une grande femme, on l'associe souvent au nom de son mari. Pierre Curie, alors ils ont énormément travaillé ensemble, mais il est décédé assez prématurément en 1906 et elle a travaillé encore près de 30 ans seule sur ses ouvrages. Elle a continué à vulgariser, à communiquer sur ses travaux. Elle a fait évoluer notamment le domaine de la médecine en termes d'imagerie médicale ou même d'utilisation des rayons pour les traitements curatifs du cancer notamment. C'est à elle qu'on le doit quand même et à l'ensemble de ses travaux. Donc, je voulais vous parler de Marie Curie en parallèle quand même. On a ici quand même 2 grandes figures du domaine de la science. De façon générale. Et si vous cherchez d'autres livres sur des scientifiques et notamment sur des femmes, il y a 2 collections qui sont bien petites et grandes chez Kiman. Donc c'est pas dédié aux sciences, donc il y a aussi des personnalités de l'art et d'autres domaines, littérature, du sport, voilà. Mais dans Petite et Grande, vous pouvez retrouver, il doit y en avoir un sur Marie Curie, justement, donc aux éditions Kiman. Et puis, il y a aussi pour Petite et Grande, c'est plutôt maternelle, ça se lit vraiment très bien. Et c'est plus centré sur l'enfance des personnes qui ont fait de grandes choses. Et puis, sinon, il y a Les Grandes Vies aussi, donc pour les un peu plus grands, chez Gallimard Jeunesse, ou donc un petit documentaire aussi qui retrace la vie plus complète de grandes personnalités. Et il y en a un également sur Marie Curie et d'autres scientifiques. Mais voilà, c'est l'occasion de découvrir
d'autres non. Ils sont évoqués dans des collections qui se centralisent sur les biographies comme ça. Et c'est vrai qu'autrement, on les voit, là, dans les ouvrages que j'ai vus, il y a des petits encarts, mais malheureusement, je trouve qu'on n'a quand même pas assez d'informations. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à aller consulter ces collections dédiées, quoi. Ouais. Je poursuis, Sophie, avec un livre-jeu. Ça s'appelle Énigmatique. Alors, MATHIQE. On a le jeu de mots avec les maths. Le livre des casse-têtes impossibles, avec le préfixe 1 qui est barré, qui devient le livre des casse-têtes possibles. Et effectivement, dans cet ouvrage des 2 coqs d'or, on va suivre une petite Lola, une petite fille très curieuse de comprendre un peu comme ça l'environnement, le monde qui l'entoure. C'est une exploratrice et donc elle va nous emmener dans différents univers. Je trouve que c'est aussi une jolie façon d'aborder les mathématiques. Les mathématiques, c'est pas seulement des équations, c'est pas seulement des exercices. Ça se manifeste au quotidien. Voilà, ici c'est très concret. On va retrouver à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur, comme dans la nature, enfin des choses, des concepts qui ont été menés à une abstraction qui a permis la naissance des concepts mathématiques qu'on enseigne notamment. Mais là, c'est vraiment du très concret. La petite fille, elle est invitée, elle a un petit courrier sur chaque page, en fait, sur chaque double page, qui va l'inviter à aller manipuler pratiquement, en fait, à s'exercer, à expérimenter quelque chose. Et donc, sur l'autre page, on a un petit point sur l'inversion, sur les grands concepts abstraits, l'inversion, la symétrie, l'infini. Mais à chaque fois, c'est l'univers qui est prétexte à la découverte du concept. Et je trouve que c'est quand même assez bien réalisé. J'ai appris, encore une fois, plein de choses en m'exerçant comme ça, en expérimentant avec Lola. Donc voilà, on a les objets impossibles. Tout ça dans des coloris très modernes. On a du rose, du jaune, c'est un peu fluo, c'est un peu entre pastel et fluo d'ailleurs, un peu entre les deux. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images. Et également des petits rabats pour aller ouvrir des portes sans fin, notamment dans ce vestibule-là qui ne paraît pas finir, la salle des machines à vapeur, qui va permettre de s'initier à la fabrication de cubes, de savoir quel gabarit, quel patron, je ne sais plus les termes exacts, on utilise pour construire la 3D, la 2D. Voilà, tout ça va être évoqué dans cet ouvrage-là. J'ai adoré le tissage de tapis. Les carrés latins, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu l'expression. En fait, c'est le concept aussi qui est à l'origine de la création des sudoku. Vous savez, un motif par ligne et par colonne. Donc là, on est invité à tisser le tapis de façon à ce qu'on n'ait plus qu'un motif et qu'une couleur c'est pas si facile. Oui. C'est pas si évident. On passe un petit moment. Mais je trouve ça intéressant. Et puis de mettre un mot, du coup, sur le concept, le système, etc. Les combinaisons, comment on crée des combinaisons, comment ça se passe avec ici une roue que vous allez pouvoir aussi manipuler, la symétrie dans le jardin, sur les ailes des papillons, etc., qu'on va pouvoir rechercher, le verger, les fractales, c'est pareil, j'ai adoré découvrir ce mot, les fractales, je ne sais pas si tu connaissais, Sophie. J'ai bien entendu, mais je ne sais plus ce que c'est. Les fractales, on en trouve dans la nature. L'arbre, par exemple, vous avez le tronc, les 2 branches, puis la branche qui se redivise en 2 et qui se redivise en 2, etc. C'est une fractale, représente des formes découpées, fragmentaires, qui laissent apparaître des motifs similaires à chaque échelle d'observation, de plus en plus fine. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur le flocon de neige. Oui. On a une branche, 2 branches qui se divisent à chaque étage, en fait, à chaque étape d'observation. Mais ça s'appelle les fractales. Je trouve que le mot est joli. Je ne le connaissais pas. Donc là, c'est pareil. On est dans le verger, on a quitté la maison et donc elle va observer grâce à des échelles. Elle va monter et compter les subdivisions. On est invité aussi à aller à la découverte de la nature, l'espace-temps, qui ont été aussi travaillés par Albert Einstein en 1905. Les trous de verre comme ça qui pourraient éventuellement, selon sa théorie, c'est possible, en tout cas, relier les différents espaces-temps. Si vous regardez Stranger Things, ça va vous parler. On va évoquer tout ça, oui, voilà. Et donc, à la fin, on a un rappel des concepts, les formes, les dimensions, la ligne numérique, les fractions, les cercles de nombres, les grilles de nombres. Vous allez pouvoir vous replonger aussi avec des exemples très concrets et très simples dans tous ces grands concepts mathématiques. Les maths, c'est ça aussi, c'est voyager, c'est faire appel à son sens de l'observation, de déduction, d'imagination pour résoudre comme ça des casse-têtes, des énigmes visuelles et mieux comprendre tout ce qui nous entoure. Je trouvais assez intéressant aussi cette approche assez ludique du thème.
Je termine si j'ai le temps, Sophie. Oui, on va te laisser terminer quand même. Rapidement, Toi aussi tu comptes de Christian Robinson pour Helium. Là, j'ai beaucoup aimé plein de choses. Le fait que compter soit ici pris dans son autre sens. En fait, compter, c'est calculer, évidemment, dénombrer. Et puis compter, c'est aussi comprendre quelqu'un dans un dénombrement plus grand. On compte pour quelqu'un ou compter pour rien ou compter pour du beurre ou compter parmi les hommes les plus talentueux de sa profession, par exemple. C'est être un parmi un grand tout. Et donc, à travers ce double sens du mot compter, on a ici un texte à façon un peu d'un poème. Je trouve, en fait, une vision assez poétique des choses. Toi aussi, tu comptes que tu sois la plus minuscule des petites choses. On a une petite fille qui observe au microscope en début d'album et puis qui va observer l'infiniment petit. Tu comptes que tu suives les autres ou que tu nages seul, que tu partes le premier ou que tu arrives le dernier. Toi aussi, tu comptes. Quand tout le monde te trouve insupportable, on a un gros plan sur un moustique qui est en train de piquer. Et en tournant la page, on voit que c'est la queue d'un énorme dinosaure, que tu te sens incapable et que les autres sont trop occupés pour t'aider. Toi aussi, tu comptes, même quand tu es seul, même quand tu es en train de tomber, que tu dois tout recommencer, tu comptes. Même quand tu dois dire au revoir à quelqu'un, même quand tu es seul et tu te sens perdu, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, que tu sois le plus minuscule des petits êtres, toi aussi, tu comptes d'où que tu viennes, où que tu sois. Une vision humaniste, je trouve assez appréciable à lire et joliment réalisée dans cet album. On est dans cet très grand tout. On est même tout petit qu'on soit important. C'est sur l'interdépendance aussi des choses et des éléments. On a tous une place et tout est lié. Peu importe les conditions de vie, le parcours que l'on prend et le chemin que l'on prend. Je trouvais que de terminer de prendre un peu de recul. C'est toutes ces équations, ça fait pas de mal non plus. Voilà, j'en reviens quand même à la poésie. J'ai réussi à relier quand même cet album à cette sélection. Je trouvais que c'était joli de rappeler qu'au final, c'est ça, en fait. La physique, c'est ça, c'est d'étudier comment les éléments interagissent et que nous, chacun et chaque grain de poussière à différentes échelles, au final, il y a un fonctionnement qui se reproduit, du plus petit et une place est réservée pour chacun à chaque niveau. Donc je trouvais cet album aussi très joli à rappeler. Ça s'appelle « Toi aussi, tu comptes » de Christian Robinson. Merci Audrey pour cette jolie sélection scientifique à retrouver sur le réseau des bibliothèques des Vallons. Je termine avec quelques actualités de la littérature jeunesse. Tout d'abord, je vous invite à faire un tour du côté de la programmation de Jardin d'hiver au Champ Libre du 6 au 8 février. Jardin d'hiver, c'est un festival littéraire qui est proposé par les Champs Libres à Rennes. Cette année, concernant la jeunesse, donc c'est plutôt orienté pour les adultes, mais il y a aussi, j'ai l'impression que chaque année, un petit peu plus de choses pour les enfants également. Donc cette année, on a une mise à l'honneur de la maison d'édition rennaise Pantera qui propose de très jolies choses dont on a déjà parlé sur Et nous liserons. Donc il y aura une exposition Dessiner le vivant, donc avec des illustrations de leurs albums, des ateliers avec des illustrateurs de la maison d'édition, donc à destination des enfants. Donc Julie Michelin qui propose une fresque collective autour du monde marin, Alexandre Géraudy qui propose une dictée dessinée d'un animal fantastique et Victoria Dorsch qui propose un atelier créatif autour des jardins rêvés. Et puis, autre que cette maison d'édition, il y aura aussi d'autres ateliers proposés notamment par Michael Jourdan, qui est l'illustrateur à l'honneur cette année à la Bibliothèque des Champs Libres. Il y aura aussi un concert dessiné les veilles de Youn à 15h le dimanche. Et pour les ados, on a notamment une rencontre avec Claire Duvivier, autrice du roman « Entrée dans le monde » de l'École des loisirs. Donc une rencontre sur le thème de l'imaginaire pour saisir le monde. Donc je vous invite à aller voir le programme sur le site des Champs Libres de Rennes pour avoir toutes les informations, les horaires et tout ça pour le week-end donc du 6 au 8 février. Et pour terminer, à partir du 18 février au cinéma, il va y avoir la sortie du film d'animation L'ours et l'oiseau. Donc ce sont 4 courts-métrages autour de 4 ours et des 4 saisons. Et donc c'est adapté, le court-métrage qui s'appelle L'ours et l'oiseau est adapté de l'album Les Lettres de l'ours de David Gauthier et Marie Caudry aux éditions Autrement. On avait eu l'occasion de l'utiliser, c'était des lettres en fait, du coup cet album on l'avait utilisé pour une soirée pyjama
il y a quelque temps. Donc un très joli album, et donc je ne doute pas que le court-métrage qui a été inspiré par cet album sera tout aussi joli, et ça raconte une belle histoire d'amitié entre un ours et un oiseau qui vont être séparés à la fois par l'hibernation de l'un et la migration de l'autre. Très bel album, oui. L'émission se termine. Merci de votre écoute. Merci Audrey. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Radio Laser et toute l'équipe de Et nous liserons sur la page Instagram et Facebook de l'émission. À bientôt.